Moi, j'ai une première question assez large sur ce livre, parce que pour moi, c'est presque un recueil, alors au sens poétique, de toute votre œuvre. C'est-à-dire on y retrouve votre rapport à la poésie, votre rapport à la mathématique, le jeu de Go, la ligne 29. Ce sont pour les deux derniers des détails qui passent dans le livre, mais une forme de pseudo-roman aussi, comme vous aviez appelé la Belle Hortense. Donc la question de la biographie, qui est constante aussi dans votre œuvre, d'une biographie auto-intellectuelle peut-être, ce que vous disiez de la dissolution. Est-ce que vous considérez ce livre comme ça, peut-être comme une forme de, alors on pourrait dire de tombeau au sens poétique du terme, ou de recueil? Pas tellement. C'est une tentative de répondre assez vite à la question qui peut se poser si on lit certains de mes livres, que j'ai l'impression de faire des choses extrêmement différentes, qui dépendent soit de la mathématique, ou où il y a les troubadours, il y a De Gaulle, le Japon, tout ça est très disparate d'apparence, et il n'y a pas nécessairement une cohérence. Et donc j'ai cherché, au fond, à peut-être pas donner de la cohérence, mais m'interroger sur pourquoi ça a été comme ça, pour moi, voilà. Et donc ça amène évidemment, c'est la question, c'est une interrogation autobiographique. Et là, tout de suite, je me suis posé la question. J'avais pas fait d'autobiographie. J'ai fait une très longue prose que Le Seuil a publiée et qui a été reçue comme étant autobiographique, alors elle ne l'était pas du tout. J'ai passé beaucoup de temps, enfin pas beaucoup, mais enfin quelques fois quand on m'a interrogé sur cette prose-là, enfin sur l'autre très très longue prose, à expliquer que c'était pas autobiographique, que c'était simplement, disons, l'autobiographie d'un projet, et que ma vie était là de temps en temps dedans, mais c'était pas ça. Bon. Et là, je me suis dit, quoi, autobiographie, c'est quoi? Alors là, voilà. J'ai essayé de me demander, qu'est-ce que ça peut être, une autobiographie? C'est ça qui m'a donné l'idée. J'ai un grand scepticisme. C'est pas une position philosophique. Je peux pas dire que j'ai une position philosophique raisonnée qui serait le scepticisme. C'est un scepticisme comme ça, très peu réfléchi, une sorte de scepticisme spontané. Et donc je me dis je crois pas. Les autobiographes, je les crois pas. Alors moi non plus. Alors autobiographie est fictive. Je suppose qu'elle est certainement en partie fictive. On dit, ça s'est passé comme ça. Bon, en fait, je n'en sais rien, mais j'en suis sûr. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée que je pouvais, puisque une autobiographie va donner le sens, est censée donner le sens d'une vie, peut-être qu'il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. D'où cette idée qui est probablement l'originalité de ma tentative, et de fournir deux possibles autobiographies, pas complètes, par morceaux. Voilà. Oui, et qui sont comme le déploiement d'une énigme multiple et qui se déplace. Et dans le fait que formellement, il y a cette recherche qui passe par strates, ce qui fait peut-être aussi le lien avec Montaigne, avec ses écritures qui se superposent. Enfin, pour moi, c'est très clair. Je sais bien que ça va gêner votre modestie, mais... Non. C'est pas un problème de modestie, mais il est clair que tout autobiographe, je pense, de langue française, et d'ailleurs même dans d'autres langues, s'interroge sur Montaigne. Forcément, nécessairement, on passe par Montaigne. D'ailleurs, les anglo-saxons
ont aussi Montaigne comme référence pour l'autobiographie. Cela tient au fait que Montaigne a été traduit très tôt en langue anglaise, d'une manière très curieuse, par un huguenot italien réfugié en Angleterre, John Florio. Et donc c'est le Montaigne de Florio qui a fait connaître Montaigne. Mais donc il y a cette unité alors fausse du jeu, puisque vous la questionnez beaucoup, mais il y a cette énigme qui se déplace même formellement, puisque vous proposez des fils d'Ariane. Enfin, il y en a un qui est véritablement indiqué comme ça, mais de ce fait, c'est une quête plurielle et qui passe aussi par tout ce qui a fait votre questionnement du monde ou de l'identité, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, la mathématique, la poésie. Il y a aussi cette question de la marche qui est là, donc comme si c'était un déplacement et que le lecteur devait lui-même interroger une unité possible, qui est celle du livre, à travers ces différents fils, ces différentes écritures, et pour moi, ces différentes couleurs. Donc, vous disiez spontané tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une organisation quand même très forte de ce livre. Pas tellement, aussi il y en a une, elle s'est faite à mesure, parce que quand j'ai démarré toujours dans tout ce que je fais maintenant, on démarre de la même manière. Si je me lance dans quelque chose, c'est que c'est très précaire. C'est très précaire pour des raisons de santé qui apparaissent dans mon texte. En démarrant, je me suis dit, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça brouillon. Oui. Ça justifie aussi la désignation du livre comme brouillon. Et il y a ce peut-être en titre. Et pour moi, ce peut-être, c'est... Alors, vous parlez à un moment donné de Gertrude Stein qui dit que le titre, c'est le nom propre du livre, et le peut-être, c'est le nom propre de ce livre, et qui dit, d'ailleurs le titre est présent dès la première ligne, on retrouve ce peut-être, c'est le vacillement de l'être, de l'existence soumise à l'écriture aussi, c'est ce provisoire de tout récit qui fait de ce livre un essai ou... C'est le provisoire, c'est mon propre provisoire, en fait. Peut-être ça explique, c'est lié au fait que c'est toujours quand on écrit quelque chose de ce genre, c'est provisoire, mais ça vise quand même essentiellement le provisoire dans lequel je me trouve quand j'avance dans cette prose. Oui, et qui est aussi le peut-être du genre même du livre, puisque on est face à une forme hybride qui tient de l'autobiographie romanesque, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, ce refus de figer un genre, de figer l'écriture, qui explique que vous appelez ça un brouillon de prose, tout en insérant aussi des poèmes et en interrogeant ce que la place de ces poèmes dit aussi d'un mouvement de la prose. C'était très important pour vous, ça ? Oui, c'est-à-dire... il y a, le travail autobiographique, d'après ce que je pense, autobiographique est fictif. Oui. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas mettre aussi de la fiction? Et puis, le travail de l'autobiographie, c'est très difficile de faire une autobiographie en forme de poème. Bon, ça doit exister, mais je n'en vois pas d'exemple à la minute. Pourquoi pas, mais des poèmes aussi. Alors, donc, toutes ces choses-là apparaissent à mesure que j'avance dans la constitution de cette prose, et donc je ne résiste pas à l'idée de les faire intervenir. Donc, j'introduis les poèmes. J'introduis les poèmes. J'introduis de la fiction. Une des choses que je raconte dans, disons, ce premier film, qui est un film de récit qui semble un récit autobiographique ordinaire, je passe à une parodie, une sorte de parodie. C'est dans la version qui est la version en couleur, passée du bleu clair qui est au départ au bleu foncé, qui est en fait un peu passé la même chose, mais sous forme parodique.
Oui, donc il y a aussi ce... Pour moi, bon, je ne sais pas hein, si ça faisait partie de vos références peut-être. J'ai pensé à Michel Leiris qui a passé son œuvre à écrire son jeu dans ce mouvement. Bon, et pour moi, ce livre, c'est presque une manière de rassembler cette entreprise d'une vie, qui était celle de Leiris, en un seul livre, avec ses différentes couches ou ses différents mouvements. Si c'est déjà, c'est très terriblement simplifié parce que c'est très court par rapport à tout ce qu'a fait Leiris. Mais bon, je me souviens d'avoir lu un des volumes de l'autobiographie de Leiris alors que j'étais comme soldat en route vers le Sahara. Et à chaque moment, quand je lis, je suis frappé par le caractère pour moi irréel de ce qu'il raconte parce que comme beaucoup, il s'imagine, qui pour moi, je le juge comme étant purement imaginaire, ce qu'il a pu penser enfant. Lui comme Sartre, ce qui apparaît pour moi comme une naïveté invraisemblable par rapport à la certitude obtenue de leurs souvenirs. Vous dites que ce serait une réduction finalement de l'entreprise de Leiris, mais tout à l'heure je disais que ce livre pour moi est aussi une forme de recueil de votre œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement du sens, parce que certes les fragments peuvent être considérés comme assez brefs, et on passe assez vite d'une couleur à une autre, donc d'un fil à un autre, mais c'est un sens qui est épaissi de tout ce qu'on, en tant que lecteur de votre œuvre, on entend dans cette brièveté. C'est-à-dire quand vous faites un rapport à l'incendie de Londres ou à d'autres textes, ou à il y a votre œuvre qui arrive, et donc le lecteur a cette possibilité de, par exemple, quand vous listez des choses, moi c'est pour ça que je suis venue avec ce livre, j'ai pensé à Poétique Remarque, enfin ça m'a rappelé des fragments, donc il y a cet épaississement du sens par tout ce que ça convoque aussi, non? Il y a une tentative, finalement, peut-être aussi une manière, là, essayer de justifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut apparaître comme disparate. Il y a une autre question que je me posais en rapport avec Poétique Remarque, parce que vous, dans une des remarques que vous faites dans ce livre, vous parlez du rapport parfois disjonctif entre poésie et autobiographie. Et là, il y a tout un fil, alors qui est dédoublé d'ailleurs, qui est très fictif, allant parfois jusqu'à la parodie, vous venez de le dire. Il y a ce journal de l'écriture en cours, il y a le métadiscours sur l'opération de prose que vous êtes en train de mener. Et donc, est-ce que finalement, on ne pourrait pas en revenir à ce qu'a dit un autre autobiographe il y a longtemps, qui s'appelle Renan, ce qu'on dit de soi est toujours poésie. Et est-ce que ce n'est pas une des interrogations de ce livre aussi ? De savoir si ce qu'on dit de soi est poésie et qui rassemblerait une interrogation formelle. Vous parlez beaucoup de la poésie et de son effet fantôme, cette manière de la conserver comme un spectre et de laisser croire qu'elle existe. Pour moi, il y a un autre effet fantôme là, dans ce vacillement d'une quête de soi qui est aussi une quête poétique. Je ne sais pas si ma question est très claire. Je ne suis pas certain que la poésie puisse répondre à cette définition de Renan. Enfin, je suis même quasiment sûr que non. Composer un livre de poèmes et ensuite le publier, c'est exister en tant qu'auteur, un auteur de poésie. Mais c'est pas plus que ça. Ça n'a pas de caractère autobiographique, je ne pense pas. Et alors, toujours par rapport à la structure et par rapport à ces tensions du livre, alors des tensions qui sont des tensions formelles, des tensions entre des formes d'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait une immense liberté dans ce livre, dans le passage à des commentaires aussi sur votre rapport au groupe auquel vous avez pu appartenir. Et en même temps, il y a une forme d'urgence, une forme de nécessité d'écrire ce livre qui est liée
à votre âge, vous le dites, qui est lié à ces opérations qui sont votre présent. Mais je me suis posé la question, alors en ignare absolu de ces questions, s'il n'y avait pas aussi une forme mathématique peut-être dans ce livre, sous-jacente, parce que vous évoquez les travaux de Jean Benabou, vous évoquez Oulipo, vous évoquez toutes ces recherches formelles. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un schéma sous-jacent. Disons que par une sorte de prudence, quand je démarrais, j'avais eu dans l'idée précisément d'imposer un certain nombre de, je ne dis pas des contraintes, mais des consignes d'ordre arithmétique sur ça. Puis j'ai assez vite renoncé à ça. J'en parle un petit peu à un moment, mais j'ai fini de renoncer. Mais il faut du temps pour ça. Il faut du temps, il faut pouvoir revenir. Or, je ne suis quasiment pas revenu sur ce. Donc il y a éventuellement, je suis même sûr qu'il y en a, des contradictions à l'intérieur de mon texte. Et ça, c'est en ce sens que c'est un brouillon, je n'ai pas révisé. D'accord. Parce que je me suis posé la question, parce qu'à un moment donné, vous dites, je suis arrivée au chapitre 15, donc il faut que j'arrête. Voilà, donc pour moi, mais qui n'ait aucune connaissance mathématique, je me suis vraiment posé des questions par rapport à ça. C'est même pas de la mathématique, hein, oui. Ça se restreint à un peu d'arithmétique élémentaire. Voilà. D'accord, donc je ne suis même pas au niveau mathématique élémentaire. Non, mais j'en suis absolument convaincue par ailleurs. Si j'avais vraiment construit ça de façon sérieuse, en disposant de tout le temps et de la relecture, bien entendu, et si j'avais fait introduire de la mathématique, ça aurait été une mathématique un peu plus compliquée. Oui, j'imagine bien. Comme dans d'autres de vos livres. Ouais. Et les lignes de points sur lesquelles se termine le manuscrit que j'ai lu moi, ce sera aussi dans le livre, vous savez ou pas? Je pense. Oui. À un certain moment, je me suis arrêté. Oui, d'accord. Et alors, dans la 4e de couverture qu'a prévu votre éditeur et qui fait référence à un passage de votre texte, vous évoquez Stendhal, vous évoquez Chateaubriand, vous évoquez Christine Angot, il y a d'autres auteurs. Oui, il y a ces différents autobiographes. Oui, qui sont là. Et il y a aussi tous les textes en exergue. Apollinaire, un autre qui est sans arrêt commenté. Est-ce que vous considérez aussi ce brouillon de prose comme un... Alors, l'expression va être un peu pompeuse, donc elle ne correspond pas tout à fait, mais un livre des livres ou un brouillon d'autres proses qui auraient nourri la vôtre? Peut-être. Mais au fond, si j'avais disposé si j'avais composé ça en sachant que je pouvais raisonnablement estimer disposer de pas mal de temps, peut-être ça aurait joué. Mais là, non, j'avais pas le temps. Il y a ce texte de Louis Gallo de Chasteuil que vous Louis de Gallo de Chasteuil. Oui, que vous... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit autre chose. Non. Ah, pardon. Je me le pardon. Que vous citez plusieurs fois. Et pour moi, c'était comme une forme de retour d'un texte qui aurait été presque une matrice ou... Oui, c'est possible. Parce que Louis de Gallo de Chasteuil n'est pas un poète extrêmement connu, mais il fait des choses qui sont précisément des choses que fait beaucoup quelqu'un qui compose de la poésie. Par exemple, à un certain moment, dans un poème, en fait, c'est des poèmes qui n'ont pas vraiment été publiés et que un vieil ami à moi de l'époque, Pierre Larzig, était allé copier à la bibliothèque municipale de Carpentras, je pense, et dit celui qui donna, je ne cite pas vraiment comme il faut parce que j'oublie beaucoup, celui qui donna voix, qui donna je ne sais pas quoi au jardin des oiseaux, et puis au jardin des oiseaux, et puis après il corrige et il remplace par jargon, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc il y a ça, et ça m'a paru précisément
être un élément très, très, très net du fait que celui qui compose la poésie, il n'est pas en train de faire son autobiographie du tout. Oui. Oui, d'où le fait que vous disiez tout à l'heure que Renan, ce qu'il dit de... C'est pas ça. Non, tout à fait, oui. Moi, c'est pas ça. Oui, vous parlez aussi de brouillon de quelques miens verts, qui est en fait une citation de ce poète. Brouillard, il disait Oui, brouillard. tout à fait, brouillard, c'est ce que j'ai écrit. Brouillard de quelques miens verts. Donc j'ai pris cette idée de brouillon aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'était aussi comme le nom propre caché sous le vôtre, Absolument. peut-être. Oui. Absolument. Oui. À un moment donné, vous écrivez une phrase qui pour moi est fondamentale dans le livre. Vous dites « je suis là ». Avec ce « là » qui... je parlais d'Apollinaire tout à l'heure, à la fin « je suis là » de ce monde ancien, etc. Bon, qui n'est évidemment pas orthographié de la même manière. Mais le « là », c'est ce « là » à la fois d'une présence au monde, d'une présence temporelle, et c'est aussi ce livre qui interroge une absolue présence, comme une manière de tout rendre présent, 52 en 2017, etc. Est-ce que pour avec vous, toutes les homonymies de là. Bien sûr. Donc là, voilà. Là, la note de musique, oui. Et là, l'état dans lequel on est. Fatigué. Oui, fatigué, et puis en colère aussi, parce que il y a tout ce rapport aux gens sucre, au hélas, coucou. Hélas. Oui. C'est un peu lié à la manière dont, dans les dernières années, quand j'avais l'occasion de faire des lectures de poésie devant des publics, je sais pas moi, un lycée ou un endroit où on ne connaît pas a priori, je me autodéfinissais en disant je suis en anglais, parce que j'avais pas le moyen de trouver, j'avais pas trouvé l'équivalent en français. I'm a mathematician retired, I'm a mathematician retired and a poet not retired but tired. Voilà. Donc, et je n'ai jamais trouvé de traduction correcte de ça, donc je me présentais en anglais. C'est une curieuse façon de faire pour un poète de langue française. Oui, un poète de langue française, mais qui interroge beaucoup son rapport à une forme d'altérité de la langue, parce que vous dites étranger à un moment donné, au sens étymologique, je pense. Oui, toute langue est confrontée au fait qu'il y en a d'autres. Oui. Et je pense que c'est nécessaire qu'il y ait d'autres langues, et c'est très dommage qu'il y en ait de moins en moins. Il y a aussi cette interrogation d'un rapport à la poésie américaine, à la poésie anglo-saxonne. On sait que vous avez traduit aussi des textes. Il y a des passages de ce livre qui sont en anglais. Alors, parfois parce qu'ils sont intraduisibles, vous venez de le dire, et la phrase que vous avez citée est dans le livre, mais aussi parce qu'il y a tout ce jeu avec quelqu'un d'un des groupes qui vous répond en anglais, qui se dit anglo-saxon, etc. Donc, ce rapport à la langue anglaise, dont vous montrez aussi la différence entre l'états-unien, oui, trumpiste presque, de cette personne, et l'anglais que vous avez appris, parlé, qui se perd. C'est très important dans le livre aussi. C'est vrai. C'est vrai, j'étais beaucoup baigné dans la langue anglaise et dans la poésie de langue anglaise. Et donc ça joue constamment. Ça a joué constamment pour moi. Et je n'ai pas assez traduit. Donc, voilà, parce que avec des amis, l'idée qu'il fallait, au moins autant que composer, il fallait traduire. Mais quand je fais le bilan, là, quelqu'un a publié un livre à partir de mes traductions, des traductions de poésie que j'ai faites, il va publier une nouvelle version en ajoutant quelques autres traductions. Et quand je regarde ça, je trouve que j'en ai fait très peu. Voilà. Ah, oui. Et ça ne correspond pas à l'exigence théorique que j'avais quand j'étais jeune. Je voudrais revenir à la question du « là », parce que dès le début et dans un chapitre, le chapitre premier qui s'appelle « Le banc », et qui se situe au 139 avenue Jean Jaurès, Paris 19e,
et c'est une des adresses que l'on a dans ce livre, enfin adresse au sens géographique et pas poétique. Vous dites « celui qui se met aujourd'hui », entre parenthèses, quel aujourd'hui, point d'interrogation. Bon, et ce mot d'aujourd'hui est très poétique, hein, enfin on pense tous au même vers, je pense, mais vous écrivez donc à propos de ce banc, à propos de cet hôtel, ne pas être allé vérifier s'ils sont toujours là, et vous écrivez ensuite qu'ils ont une existence, de toute façon, qui n'est qu'une existence de narration, qui seule la garantit. Et donc ce présent dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi ce présent que ce livre construit. Très juste. Oui. Oui. Vous pouvez en dire quelques mots ou... Non, c'est difficile. Oui. Non, vous l'avez dit. Oui. Et est-ce que c'est ça aussi l'opération de prose que vous énoncez comme une opération de prose, que de rendre présent? C'est ce mouvement qui fait de ce dimanche de 1952, de quelques moments de 2017, donc le présent de l'écriture, le passé qui a mené à ce présent de l'écriture, c'est ça cette opération de prose aussi? Probablement, oui. Oui. Parce que c'est vrai, c'est pas une opération de poésie, c'est vraiment une opération de prose en ce sens. Oui. Et avec tous les sens de ce mot opération, c'est-à-dire littéraire, mathématique, le jeu... Beaucoup de mathématiques, oui, littéraire indiscutablement. Oui. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez parlé de parodie. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre, ou d'ironie d'ailleurs peut-être, mais il y a aussi ce jeu avec les opérations que vous êtes en train de subir, comme si... Alors c'est évidemment un sens qui n'est pas fondamental dans le livre, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est le plus important, mais il y a comme cette mise à distance aussi de ce présent par l'opération que vous menez, qui est une opération littéraire. Oui, et où je me situe, où je me présente comme héros des temps modernes. Oui, qui est héros des temps modernes, héros de notre temps, qui est une adaptation d'un roman célèbre dans la littérature russe, Gérone Nachevo Vremieni de Lermontov. Et donc je me présente, alors là, visiblement, c'est plutôt ironique et presque ironie amère que humour. Bien sûr, oui. Mais c'est pour ça, il y a toutes ces tonalités aussi. Quand je parlais tout à l'heure d'un livre pluriel et d'un livre dont l'essence ne cesse de se déplacer pour aller vers cette hypothèse que vous énoncez et que le lecteur doit attendre jusqu'à la fin, donc je n'en parlerai pas. Je suis assez fier d'avoir fait cette pseudo-psychanalyse qui n'a aucun rapport avec la vraie et qui est pour moi-même, quoi, tout d'un coup, ça me donnait à moi-même l'idée qu'au fond, c'est ça, voilà pourquoi j'avais fait ça, voilà. Et tout en partant d'une espèce de disjonction première que du coup vous arrivez évidemment sinon à résoudre, en tout cas à travailler comme une des tensions du texte, entre le fait de vous être défini assez tôt, à la fois dans la mathématique et dans la poésie, et donc comme toujours à la fois étranger à l'un et à l'autre et en même temps pleinement présent de ce fait dans leur synthèse. Oui, la mathématique étant venue plus tard, alors qu'avant, je n'avais d'intérêt que pour l'arithmétique du nombre. Oui. Et donc, mon immersion dans la poésie était quand même beaucoup liée au fait que je composais toujours avec des nombres dans la tête. C'est pour ça que je n'ai pas perdu d'intérêt pour la manière traditionnelle, ancienne française en langue française de composer de la poésie avec interrogation sur le vers, l'alexandrin, etc. Et la rime. Oui, bien sûr. Et alors, vous parlez beaucoup de l'importance de Gertrude Stein pour vous la citez. Jamais longtemps, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme un point rayonnant à chaque fois dans votre prose. Vous dites qu'elle vous a inspiré, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus de cette importance de Gertrude Stein? Alors,
il y a un certain moment, en avançant dans la vie, j'ai fait des découvertes. Alors, une de ces découvertes, précisément, ça a été la découverte de cet auteur-là, que j'ai immédiatement, qui m'a immédiatement été sympathique, hein, avant que je considère que c'était vraiment un grand auteur. Elle m'a été sympathique dans la mesure où elle était vraiment la grande moderniste qui n'était pas Joyce. Parce que je déteste Joyce. Alors, enfin, je déteste, c'est beaucoup parlé, mais je trouve qu'il y a un côté toc chez Joyce. Bon, et donc, à cause de ça, je me suis intéressé à Gertrude Stein quand j'ai découvert son existence, et après j'ai été happé par cet auteur. Et donc, j'ai fait l'effort de me procurer, disons, la quasi-totalité des textes qu'elle a écrits. J'y suis arrivé au moment où on a trouvé d'autres choses depuis, mais à un certain moment, j'avais tout. Et ça m'a beaucoup influencé. Il y a des pages aussi très importantes sur la poésie et qui reviennent sur, alors Poétique remarque, sur d'autres textes, enfin sur toute votre œuvre. En fait. Et vous parlez de l'effet fantôme de la poésie, je l'évoquais tout à l'heure. Vous parlez aussi du devenir aujourd'hui de la poésie dans la performance. Quel est votre rapport à un présent justement de la poésie, puisque ce présent est très, très important dans le livre? Le présent de la poésie, il faut bien voir que le présent de la poésie est assez particulier en France. Parce que c'est un pays, la France, où vraiment la poésie est très maltraitée. Elle est très maltraitée si on compare quasiment les autres pays du monde. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est un fait. Elle est maltraitée par les médias. Et ça, évidemment, agit beaucoup sur les poètes eux-mêmes, qui essaient quand même parce qu'ils continuent à composer de la poésie, ils ne voient pas pourquoi ça l'empêchait, et en même temps, ils ne veulent pas être totalement ignorés, et donc il me semble que ça favorise une manière de ne pas être entendu, qui est d'associer chaque fois qu'on va présenter de la poésie de manière publique, s'excuser en un sens, en y ajoutant autre chose, en y ajoutant de la musique, en y ajoutant de la performance, en y ajoutant toutes sortes de choses auxquelles on peut penser, et je regrette ça. Moi, j'ai fait beaucoup de lectures publiques dans des circonstances extrêmement variées, mais chaque fois, ça a été sans secours d'autre chose. Et justement, parmi les éléments que vous parvenez à affirmer à la toute fin du livre, alors que tout le début du livre, ce sont ces hypothèses, ces mouvements et ces vacillements de l'être, du peut-être, vous écrivez à la fin du livre « Voilà ce que je fus toujours, ce que je suis, poète ». Donc vous définissez dans cet état-là, est-ce que c'est un état d'ailleurs? Qu'est-ce que... J'en sais trop rien. Une identité, ouais. À la fin des fins, quand je considère qui je fus, qui je fus, comme je dis dans le texte, oui, c'est ça. Ce qui demeure le plus important, c'est la poésie. Oui, donc c'est vraiment une réponse fixe, parce que le peut-être mettait en interrogation le verbe être, et là vous le dites au passé simple, ce que je fus, au présent, ce que je suis, donc c'est comme la réponse au titre, poète. Oui. Il y a un poème de... je pense que c'est Gallo de Chastoy d'ailleurs, voilà, qui se termine comme ça. Vous verrez, probablement en lisant les poèmes, etc., qui je suis, qui je fus, quel encore je serai. Donc c'est vraiment le nom propre caché Absolument. du livre.
je citais voilà qui je fus toujours, ce que je suis, et vous avez une interrogation qui est alors, magnifique sur les temps, les temps et les tiroirs verbaux dans ce livre, alors qui est le déploiement autobiographique, hein, par essence, la confrontation de l'imparfait ou du passé simple et du présent. Et vous écrivez « Je raconte tout ce que je compte au présent, puisant le présent du verbe dans le tiroir des temps verbaux ». Est-ce que ces temps verbaux, ce sont les ouvroirs du livre, enfin au sens de ce qui vous permet d'ouvrir les différents tiroirs? Tout à fait, tout à fait. Alors, particulièrement avec ce temps verbal que j'aime beaucoup, qui est le futur antérieur. Oui, et vous en parlez d'ailleurs. Oui. Qui n'a pas malheureusement dans la langue française, qui n'a pas son correspondant, qui serait le passé postérieur, et qui amène à ces choses que je déteste dans les proses que je lis, où on parle de quelqu'un à un certain moment, et ensuite on dit « il sera ceci ». Ben non, il a été. Il ne sera pas. Enfin, je veux dire, comme on n'a pas ce temps verbal-là dans la langue française, on se débrouille mal avec. Voilà. Et pour moi, ce livre, parce que vous parlez cette question de ce temps absent, enfin de ce temps justement avec lequel un écrivain travaille et qui n'existe pas dans la syntaxe, ce livre, c'est la création de ce temps-là aussi, d'une certaine manière. J'ai toujours essayé de faire des choses qui dépendraient du futur antérieur, ça toujours. Et bon, je me suis intéressé à un certain moment à des choses de la pensée antique dans laquelle il y a alors ça y est, bien entendu, comme je perds la mémoire, je vais pas retrouver ce penseur antique qui dit le mobile ne bouge pas, il a bougé. Enfin, donc on se place toujours dans le futur antérieur. Oui, et je crois d'ailleurs que ce mot de mobile, vous l'utilisez dans le livre, parce que j'ai pensé à Butor, et vous évoquez Butor à un moment donné. Oui, tout à fait. Ça m'avait frappé, ça, cette façon de composer, c'est le passage de Milan, je ne sais pas, ce roman où à la seconde personne... La modification. C'est dans la modification. La modification, il n'y a jamais le je, il n'y a jamais le lui. C'est assez frappant, ça. Ça m'avait beaucoup plu. Oui, beaucoup plu. Et alors, justement, vous disiez, j'ai oublié qui a pu dire cette phrase, ce philosophe antique. Et dans votre livre, vous avez cette phrase absolument terrible et en même temps magnifique, qui est « Ma mémoire n'est plus qu'un souvenir ». Et en fait, cette phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je le dis, si je le dis pas, j'aurais dû. Elle n'est pas de moi, c'est un vieil ami à moi qui a dit ça un jour. Quand je lui posais une question si vous le dites. À propos du passé, elle a dit « Non, je ne peux pas te répondre, ma mémoire n'est plus qu'un souvenir », ce que je trouvais très très beau. Oui, et vous le dites, que c'est un ami qui vous a dit ça, et justement, c'est aussi ce qui fait la beauté de cette phrase, parce qu'il vous l'a dit un jour, vous vous en souvenez? Je m'en suis souvenu. Voilà, et votre mémoire est un souvenir. Oui, tout à fait, oui. Donc il y a ce paradoxe aussi de dire j'oublie. Tous les souvenirs que je retrouve sont paradoxaux. Oui. D'une part parce que je ne sais même pas s'ils sont réellement des souvenirs ou des souvenirs du souvenir. Bon, il y a tout ça, hein, tout le problème qui a été rencontré par la science pour la vérification des hypothèses. Hein. On vous dit tel résultat, il faut voir est-ce qu'on peut le répliquer, enfin, est-ce qu'on peut le refaire. Voilà. Donc voilà, est-ce que tout souvenir exhibé n'est pas un souvenir d'un souvenir? Ensuite, quand je vais le reprendre, c'est plus lui. Enfin, tout ça. Oui, et aussi parce que certains de ces moments sont déjà passés dans d'autres de vos livres, et que de ce fait-là, votre vie, c'est aussi vos livres. Enfin, il y a ce rapport à une vie qui est aussi faite de ces moments de publication, d'écriture, et qui fait que vous les recomposez aussi tels qu'ils... Ouais. J'ai essayé de moins possible m'engluer dans du déjà raconté.
mais c'était pas ce que je voulais dire. Hein. C'est pas, je dis pas que vous avez déjà tout écrit et que oui. Mais bien sûr, chaque chose dont je suis souvenu en composant cette prose, d'une certaine façon, pouvait avoir été quelque chose dont je m'étais déjà souvenu, donc j'essayais de ne pas faire ça. J'y ai pensé aussi parce que j'ai lu, peu avant de lire votre livre, un texte de Joyce Carol Oates, qui s'appelle Paysage perdu, qui vient de sortir en français, et elle explique tout ce qui a fait d'elle Joyce Carol Oates, c'est-à-dire ce nom propre, et on en revient à Gertrude Stein ou à d'autres phrases que vous avez pu écrire, vous, sur Jacques Roubaud, comme nom propre de vos livres. Et elle explique qu'une des difficultés pour elle, peut-être, c'est aujourd'hui de ne plus savoir ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a imaginé dans ses livres, qui est devenu sa vie. Avec cette porosité presque entre... c'est ça, porosité, c'est tout à fait ça. Donc c'est un peu le sens de ce livre aussi, peut-être, non? Je ne sais pas, Je ne saurais le dire. Oui, mais de toute façon, c'est un peu paradoxal pour moi de vous demander si c'est ce qu'est le livre, alors que tout votre livre est sous le signe d'un peut-être et le met en forme. Voilà. Il y a une dimension du livre peut-être que je n'ai pas évoquée et qui me semble très importante. C'est aussi une dimension politique. Parce que, enfin, pas politique au sens restreint du terme, c'est la place, au sens noble et au sens étymologique du terme, la place, et on revient au présent, de l'écrivain dans la cité. Parce que vous parlez du manifeste des 121, vous parlez de ces guerres coloniales, vous faites référence à l'Algérie ou plus récemment au Mali, vous parlez des élections présidentielles qui sont le moment final du livre, enfin ça correspond à peu près au moment où vous arrêtez d'écrire ce livre-là. Est-ce qu'il y a cette dimension-là très importante pour vous dans le livre? Est-ce que c'est aussi une manière d'être présent que de commenter cette actualité? Alors, je ne suis pas capable de commenter l'actualité. Donc, en fait, ça, c'est plutôt une dimension parodique et une dimension de sceptique. Je ne sais pas trop. Je crois savoir, mais finalement, je n'aime pas fonctionner trop. Je l'ai trop fait dans ma vie, et comme tout le monde, je n'en sais rien, mais j'en suis sûr. C'est ça. Donc voilà, je traite ça un peu en amusement. Ah oui, d'ailleurs il y a ce poème totalement parodique. Mon poème, ma chanson électorale, si j'avais été capable de faire des musiques, ça aurait fait une musique. Une chanson électorale, je suis pas trotskiste, donc je suis pas un admirateur de Philippe Poutou, mais enfin bon, tout ça, ça m'amusait de voir comment les gens se procuraient, se comportaient. Bon, un peu une dimension dérisoire. Il y a une dimension dérisoire, mais il y a une dimension beaucoup plus caustique et de ce fait fondamentale. Quand vous dites le Mali aujourd'hui, si on pense à l'Algérie avant, il y a quand même quelque chose, les guerres coloniales de la France, vous ne pouvez pas dire que c'est que caustique, il y a quand même quelque chose de... Oui, mais comment dire... sur ce point-là, je ne procède pas vraiment par affirmation. Non, bien sûr. Je peux pas. Bon, bien sûr, ça me paraît être comme ça, mais bon, j'ai tellement pensé à différentes choses sur le plan politique au cours de ma vie et qui ont donné des résultats tout à fait discutables. Donc, voilà, je suis plus prudent maintenant. En fait. Si, en fait, c'est plutôt un peu prudent, le fait de le traiter parodiquement. Oui, c'est prudent. Et en même temps, ça va dans la poétique générale de ce livre, qui est de dire je ne veux pas m'arrêter à un sens, avec ce paradoxe de finalement on est arrivé à la définition d'une naissance. Voilà, je suis poète. Donc je crois que cette tension-là entre la volonté de ne pas clore quoi que ce soit, et en même temps arriver, en tout cas pour votre rapport à la poésie, donc votre rapport au monde aussi, à une représentation du monde, à une forme de certitude, voire même sur votre biographie, même si je ne veux pas en parler, puisque je veux que les lecteurs le découvrent,
il y a cette parce que tension très forte. C'est un peu une invention, je pense, là. Il y a une petite invention du point de vue de la position autobiographique. Tout à fait. Oui. Et puis qui est aussi une forme de fil romanesque du livre, puisque vous ironisez beaucoup sur le fait que voilà, vous allez en parler, puis vous n'en parlerez pas, et puis finalement vous allez quand même en parler, mais pas tout de suite, il faut que le lecteur attende. C'est une vieille rouerie des écrivains, ça. C'est pas très original. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de... Il y a un amusement formel sans arrêt. Je crois qu'il y a une part ludique qui est peut-être la poétique fondamentale de ce livre, c'est-à-dire de jouer avec des formes, de jouer avec vous-même peut-être, de jouer avec le rapport entre les fragments et, dans ce que j'ai lu pour moi, entre les couleurs. C'est-à-dire que le lecteur, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, le lecteur de ce livre va devoir lui-même accomplir cette enquête ou chercher cette énigme. C'est un espoir, c'est l'espoir de l'auteur.